Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Biarritz. Voilà, je suis Patrick Marie, le président fondateur de cette très belle radio locale. Les élections municipales sont un moment démocratique important. Elles n'ont lieu que tous les 6 ans et engagent très concrètement la vie quotidienne des habitants et pour longtemps. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Et avant de commencer à vous présenter le candidat que nous recevons aujourd'hui, il est important que je vous rappelle qu'aux élections municipales, les électeurs n'élisent pas uniquement un maire, ils élisent une équipe municipale qui désignera ensuite le maire. Et en même temps, des conseillers communautaires dont les décisions à l'échelle de l'agglomération ont un impact direct sur la vie des Biarros. Donc ce sont les fameux conseillers qui siégeront à la Cabab. C'est comme ça que nous appelons la communauté d'agglomération du Pays Basque. À Radio Biarritz, nous avons fait le choix de recevoir l'ensemble des candidats à la mairie dans un cadre strictement identique. Même durée, même thème, même règles, dans un esprit de pluralité et d'équité. Notre objectif est simple, permettre aux Biarros de mieux connaître les personnes qui souhaitent conduire la ville et de se forger une opinion éclairée. Aujourd'hui, nous recevons Richard Tarditz. Bonjour. Candidat à la mairie de Biarritz. C'est un visage bien connu des amateurs de sport, mais aussi un habitué de la scène politique locale, depuis quelques années déjà. Donc bonjour Monsieur Tarditz, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, à Radio Biarritz. Bon, alors comme veut la tradition sur notre chaîne, les personnes qui viennent au studio se présentent, et là on va démarrer. Déjà, je vais vous faire un petit descriptif de votre parcours. N'hésitez pas à me dire, à compléter, puis à me dire s'il y a des choses importantes que j'ai oubliées. Ça va aller très vite. Donc, avant d'aborder donc ces grands dossiers municipaux, il nous apparaît important de parler de la personne, de l'homme qui risque peut-être de nous représenter si vous êtes élu. Donc, vous êtes un ancien sportif de haut niveau, formé au Biarritz Olympique. Vous passez du rugby au football américain, un parcours un peu commun pour un sportif français. Vous partez aux États-Unis quand vous êtes pour faire vos études dans le management, je suppose. C'est ça, Oui, en fait, c'est un peu différent. Moi, je sortais du bac au lycée Louga, où j'étais au sport études de rugby. Je sortais de l'équipe de France junior de rugby. Et mes parents m'avaient proposé, avant de partir faire mes études, c'est-à-dire l'UREPS, puisqu'à l'époque, et toujours d'ailleurs, les sportifs de haut niveau n'ont qu'une voie, en fait, pour s'émanciper au niveau académique, c'est être prof de sport. Donc, j'avais signé au Stade Toulousain pour partir faire l'UREPS là-bas. Et en fait, mes parents m'avaient offert 1 mois aux États-Unis pour améliorer mon anglais. Et ce voyage d'1 mois a duré 20 ans. 20 ans aux États-Unis, où vous avez carrément donc joué au football américain et carrément à la Ligue nationale. Comment ça s'est passé? Un peu par obligation, parce qu'en fait, mon père, ancien rugbyman, n'était pas très heureux de cette décision. Et donc, m'a dit, écoute, tu veux faire ça, mais tu te débrouilles. Et les études aux États-Unis ne sont pas comme en France. Ce n'est pas des universités publiques, c'est privé. Donc, il faut les financer. Et l'avantage du système américain, c'est qu'il permet à tout jeune gens, garçons ou filles, de pouvoir faire du sport de haut niveau et des études de haut niveau. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas de sport de club. Tout le sport se fait par le système scolaire ou le système professionnel. Le football américain ressemble un petit peu au rugby. J'ai donc décidé de faire les sélections aux universités dans l'État de Géorgie, où j'étais donc en vacances chez ces gens-là. Et j'ai réussi à rester dans cette université. Et mon engagement pour le football américain, c'est eux me payer mes études. Et en contrepartie, je joue au football américain pour les Bulldogs de l'Université de Géorgie.
Très bien. En plus, donc vous avez 20 ans de carrière de football américain. Alors, pas 20 ans de carrière, non, parce que aux États-Unis, vous faites 4 ans en universitaire, et ensuite, si vous avez la chance d'être sélectionné par la Ligue professionnelle, la NFL, lors d'un draft, ce que j'ai eu, vous pouvez donc continuer votre carrière. J'ai continué 4 ans de plus, et malheureusement, une blessure m'a obligé d'arrêter ce sport-là. Et ça m'a permis de revenir vers le rugby ensuite, où j'ai participé avec les États-Unis aux Coupes du Monde de 97 et 99. Bon, bravo pour votre parcours sportif déjà. Voilà, et puis ça vous a permis sans doute d'acquérir des méthodes de travail rigoureuses et un peu plus techniques dans les méthodes de management peut-être. Oui, en fait, on se retrouve sur le côté sportif. Et le système du football américain est un sport où il y a beaucoup de participants, puisque vous avez pratiquement 100 joueurs à chaque entraînement. Donc, il y a une formalité très militaire dans l'organisation, avec une hiérarchie par rapport aux différents entraîneurs. Une hiérarchie aussi par rapport aux joueurs, par rapport à votre statut de numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et tout le monde respecte cette hiérarchie. Et en parallèle, j'ai fait des études de commerce et j'ai fait un MBA ensuite en finance et en informatique. Et donc du coup, en revenant en France, vous êtes devenu entrepreneur directement ? Oui, exactement, parce qu'en fait, moi, en parallèle, une saison de football américain professionnel ne dure que 6 mois. Et donc, vous avez 6 mois de l'année où vous pouvez faire autre chose. Donc, j'ai toujours travaillé, moi, en parallèle. Et quand je suis revenu en France, bien sûr, je ne faisais plus de sport de haut niveau. Et donc, je me suis lancé à monter des entreprises. D'accord, on vous connaît notamment comme entrepreneur, et notamment autour du golf Golf Country Club de Bigorre. Exactement, voilà, c'est des amis de ma grand-mère qui possédaient ce golf à Bagnères de Bigorre dans 65, et je m'y suis intéressé parce qu'il y avait une surface constructible, et donc j'ai racheté le golf avec ma femme en 2005, sur lequel nous avons développé de l'hôtellerie, nous avons développé de la restauration, des appartements, et bien sûr le parcours de golf de 18 trous que nous gérons tous les jours. D'accord, actuellement. Très bien. Sur le plan politique, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, vous vous présentez une première fois au municipal de 2014, puis vous rejoignez en 2020 l'équipe de Maïder Arostegui. Voilà, une superbe expérience en 2014 où j'ai eu la chance de travailler avec, parce qu'une équipe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas simplement une personne, c'est 35 personnes. Et j'ai eu la chance de travailler avec 35 biarros qui ont accepté de me soutenir dans ce combat. Et c'était une expérience merveilleuse jusqu'au second tour, malheureusement, où bon, j'ai fait 11 et quelques % qui m'ont permis d'être présent au second tour. Mais malheureusement, au second tour, vous prenez 35 personnes, il faut faire des alliances et il faut toujours que 35 personnes sur la liste. C'est-à-dire que nous, à l'époque, nous étions avec M. Brisson et M. Saint-Cric, donc nous amenions chacun 35 personnes, ça fait 105 personnes en tout, et il faut faire une liste de 35. Et là, ça a été un moment très très délicat puisqu'il a fallu couper des têtes, c'est-à-dire moi je n'ai pu prendre que 7 personnes de ma liste, malheureusement, et c'était très très délicat de dire aux 28 autres, écoute, malheureusement, tu fais pas partie de l'équipe. Et c'est pour ça qu'en 2020, quand j'ai hésité de me représenter, vu le nombre de listes, une fois de plus, qui se présentaient, il y aurait automatiquement un deuxième tour, à moins que je me rallie à une des listes pour essayer d'être pesé lourd au premier tour. Et c'est donc Maïder qui m'a convaincu de partir avec elle. Et c'est vrai que nous avions fait 32% au premier tour, ce qui nous a permis de nous maintenir, c'est-à-dire de garder la liste intacte, sans faire de changement, pour pouvoir... Et nous avons donc gagné au deuxième tour, et nous avons pu donc gérer la ville avec cette même équipe. D'accord, bon, cette année, c'est l'année des élections, 2026. Vous conduisez la liste Biarritz d'abord, c'est le nom que vous avez choisi. Exactement. Pour votre liste. Et donc là, vous avez actuellement la liste complète. Comment... Alors pareil, voilà, on a une liste de 35 personnes en parité. Oui. Cependant, il est certain que j'ai bien compris, une fois de plus, qu'avec le nombre de listes qui se présentaient, il y aurait automatiquement des alliances au second tour. Oui, il y a 7 listes, en tout cas annoncées, pas officiellement déclarées, mais annoncées. Ouais. Exactement. Et donc, plutôt qu'essayer de prendre 35 personnes et de les impliquer vraiment à fond dans la construction du programme et dans la défense de ce programme pendant la campagne électorale, j'ai préféré me concentrer sur une douzaine de personnes qui auront une chance d'être sûrement au second tour avec moi, j'espère, et les autres, en fait, remplissent la liste. Donc, le fonctionnement est complètement différent que 2014. D'accord. Donc, vous revendiquez publiquement une phrase qu'on voit sur vos sites, toujours dire ce qui est vrai, même quand ce n'est pas confortable.
Donc j'espère que là, on va passer quelques minutes ensemble et que ça va être confortable déjà. On est sur Radio Biarritz, mais que tout ce que vous allez dire sera vrai et puis authentique. Voilà. Effectivement, là, vous l'avez rappelé, déjà, démarrer une campagne, c'est pas facile, il y a des alliances, etc. Se porter candidat à la mairie d'une ville comme Biarritz est un engagement fort. Rappelons-nous, il y a 6 ans, en fait, c'est une ville qui est convoitée aussi par des illustres ministres. Je me rappelle, c'était un épisode assez intéressant. Rocambolesque, on dirait. Oui, voilà. C'est une ville exigeante, Biarritz. Parce qu'en fait, c'est la tête de proue de toute une magnifique région qui est le Pays Basque. Je suppose que pour être candidat d'une telle ville, il faut avoir une motivation profonde. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui à vous porter candidat à la mairie de Biarritz? Et quel a été l'élément déclencheur de cette décision? En fait, c'était en 2014, même 2013, lors d'un repas avec des copains à Biarritz. Et bien sûr, lors de ce repas, on aime critiquer. Et puis c'était, l'eau n'est pas assez propre, les rues sont sales, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et c'est là que j'ai dit aux gars, écoutez, pourquoi ne pas créer une liste pour avoir un droit à la parole? Puisque une liste électorale vous permettra d'avoir un programme et de pouvoir défendre des idées. Pourquoi pas le faire? Plutôt que se plaindre autour d'une table en disant pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça, prenons ces problèmes-là, amenons-y. Oh là là, alors, il faut amener des solutions. C'est bien. Il faut amener des solutions et proposons donc au Biarro, en élucidant bien quels sont les problèmes et comment on compte les élucider. Oui. Donc, effectivement, là on voit l'homme d'action, en fait. Donc, vous dites aux gars, allez, venez, suivez-moi. Je prends le ballon, je pars devant, mais vous me suivez derrière parce que tout seul, je peux rien faire. Donc, c'est une âme sportive. On aime bien le sport, nous, au Pays Basque et à Radio Biarritz. Biarritz, c'est une identité forte aussi, et riche et plurielle. On est tous témoins de cette multiplicité, d'abord architecturale, mais aussi c'est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup de croisements, beaucoup de gens qui viennent de régions françaises, de Paris notamment, de toutes les grandes villes pour s'installer, mais il y a aussi énormément de gens de passage. C'est une ville façonnée par son histoire, sa culture, mais aussi par les cadres institutionnels dans lesquels elle s'inscrit. 3 drapeaux sont affichés sur la façade de la mairie de Biarritz, juste devant la fenêtre du maire. Exactement. Peut-être que vous serez maire et qu'en ouvrant la fenêtre, vous verrez ces 3 drapeaux. Que symbolise-t-il à vos yeux? Et que disent-ils de votre vision de l'identité biarrote et de la représentation de tous les habitants? Alors déjà, il s'avère qu'il n'y a pas vraiment de drapeau biarro, donc c'est une obligation devant une mairie de mettre bien sûr le drapeau national. Mais il faut, je pense aussi, mettre les drapeaux des groupes auxquels on appartient. On est une partie de la France et une partie de l'Europe, donc indirectement, Biarritz fait partie de l'Europe, donc bien sûr le drapeau européen. Et nous sommes une province du Pays Basque Nord, le Labour, et donc identifier bien sûr à qui nous appartenons. Nous appartenons au Pays Basque, nous appartenons à la France et nous appartenons à l'Europe. D'accord. Dans votre futur rôle de maire, ces cadres vous inspireront-ils? Ou bien peuvent-ils aussi constituer des contraintes dans vos décisions pour Biarritz? Alors ces cadres-là, nous sommes sur une commune, nous ne sommes pas sur un département, une région ou un pays. Donc il est important donc, de respecter bien sûr les cadres que vont vous imposer votre pays, la France, puisque nous dépendons donc de l'État français qui est représenté par sa préfecture et son préfet. Donc ils vont mettre des règles de jeu en fait qui vont donner des cartes avec lesquelles jouer et pouvoir donc préparer la ville à son avenir.
L'Europe elle-même va me présenter des règles que la France va respecter, donc indirectement, on doit respecter ces règles-là aussi, et le Pays Basque, bien sûr, qui est aussi une partie de notre destination. Mais ces symboles-là n'ont aucune obligation sur la manière dont vous allez gérer votre ville, puisque aujourd'hui, Biarritz appartient au Biarrot. Les problèmes de Biarritz ne sont peut-être pas les mêmes que ceux de Bayonne, ou ceux de Lyon, ou ceux de Paris, ou ceux de Bruxelles, ou ceux d'Amsterdam. Donc nous devons déjà identifier quels sont nos problèmes et comment améliorer la ville et la vie quotidienne aux journaliers pour les Biarrots, bien sûr, toute l'année, et bien sûr, pendant l'été, pour tous les touristes qui viennent nous rendre visite. N'oublions pas que Biarritz va passer de 25 000 habitants au mois de janvier à 250 000 habitants pendant l'été. Oui, là, vous faites déjà un petit diagnostic. On va en parler un peu du tourisme pendant notre conversation. Donc, Biarritz dispose de nombreux atouts reconnus. Donc, déjà, le fait que ça soit une ville qui attire le tourisme, c'est un atout aussi. Un cadre de vie exceptionnel, une attractivité forte, un rayonnement bien au-delà du territoire. Pour autant, beaucoup d'habitants expriment aussi des inquiétudes et des attentes. Malgré ces atouts, selon vous, quel est aujourd'hui le problème prioritaire de Biarritz, celui qu'il faut traiter avant même de détailler des mesures sectorielles? Alors aujourd'hui, on entend toujours parler dans toutes les campagnes et dans tous les programmes de chacun, le logement. Mais avant le logement, c'est l'économie. Il faut qu'on puisse créer à Biarritz une économie qui soit pérenne tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous avons une économie touristique qui marche très bien, puisque nous avons tous les hôtels remplissent, tous les restaurants sont pleins, tous les bars sont pleins à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre. Mais il y a encore 7 mois de l'année où il faut trouver une activité. C'est pour ça que dans nos programmes, on voudrait créer une industrie, une économie autour du sport. Et pourquoi pas développer le plateau de l'Aguilera pour vraiment créer une destination et mettre des équipements qui pourront intéresser des fédérations, qui pourront intéresser des équipes professionnelles à venir toute l'année utiliser ces équipements. Ça permettra de faire travailler l'hôtellerie, la restauration, ça créera des emplois. Et avant même de penser à vouloir faire plus de logements ou autre, il faut que nous puissions garder les jeunes Biarrots en Biarritz en proposant des CDI où ces personnes-là puissent travailler dans leur ville tout au long de l'année. Oui, là, on traite pas mal de sujets qui font polémique à Biarritz. Donc, garder les habitants, ça veut dire c'est la problématique de l'habitation. Vous dites qu'on veut construire des établissements sportifs. Vous les voyez où, ces établissements ? Alors, automatiquement, et ça paraît assez logique, aujourd'hui, nous avons un parc des sports, le parc des sports d'Aguilera, qui a été construit en 1905, qui pendant 100 ans a été la destination sportive, je dirais, un peu ludique du sport à Biarritz. Il est temps aujourd'hui de profiter de ce site que nous avons, d'améliorer les équipements et de les rendre à un niveau qui puisse donc attirer l'excellence du sport. Nous avons été voir l'INSEP à Paris pour voir comment se développer le sport au plus haut niveau, puisque nos Olympiens s'entraînent dans l'INSEP. Et le directeur de l'INSEP nous a bien indiqué qu'aujourd'hui, ce site était un peu saturé et qu'il y avait des sports qui ne pouvaient pas développer. Je pense bien sûr à des sports qui sont locaux. Et il me dit, pourquoi pas te focaliser sur des sports qui sont très locaux, qui ont une forte identité à Biarritz et au Pays Basque, et notamment bien sûr le rugby, le tennis, le surf, la pelote basque et le sport santé, qui sont des destinations qui n'existent pas à l'INSEP. Et donc, le principe, c'est de mettre des équipements et une éducation, une formation qui correspondent complètement à l'INSEP à Paris et rentrer dans une de ces villes qu'on appelle le Grand INSEP, qui permettront donc aux meilleurs athlètes de venir s'entraîner chez nous dans leur sport de prédilection. Donc aujourd'hui à Aguilera, il faut améliorer le site de tennis et de paddle, il faut améliorer la partie rugbyistique avec des terrains qui soient adéquats, il faut rénover les terrains de pelote basque qui sont là et qui ont besoin d'être beaucoup plus utilisés, il faut mettre un outil pour l'excellence du surf, pourquoi pas un parc à vagues, puisqu'aujourd'hui il faut que ces gens-là puissent s'entraîner tous les jours, sans problème de pollution, sans problème de météo ou d'autres. Et puis bien sûr, le sport santé, qui est l'avenir aujourd'hui du sport, qui permet à tout le monde de pratiquer dans le crossfit, le cross-training, l'IROX, avec les services médicaux adéquats pour intéresser les fédérations
et les équipes professionnelles à venir envoyer leur équipe sur le plateau d'Aguilera pour s'entraîner et donc pouvoir travailler toute l'année dans le monde du sport. Donc c'est une économie du sport qui n'existe pas et je veux que Biarritz devienne la première ville destination de sport de France. Je trouve que c'est assez osé comme présentation, sachant que ça rejette en fait les projets actuellement présentés par la municipalité de Madame Maïdara Ostegui. Donc comment on parlait de règles tout à l'heure, est-ce que vous aurez les mains libres pour faire ce projet, une fois élu maire, pour faire ce projet dans le domaine d'Aguilera, justement? Alors, les mains libres, nous l'avons, c'est chez vous. Donc, vous avez les terrains. À partir du moment où vous mettez à disposition des terrains avec des baux amphithéotiques pour permettre à de vrais professionnels, aujourd'hui, nous ne sommes pas hôteliers. On ne va pas faire un hôtel et gérer un hôtel. Nous allons proposer un site, une destination où un hôtelier peut venir construire un hôtel pour recevoir donc bien sûr les touristes, mais pour voir aussi les athlètes qui veulent venir s'entraîner. Un parc à vagues, ce n'est pas une ville à construire un parc à vagues. Par contre, aujourd'hui, il n'y a aucun parc à vagues en France. Il y a des investisseurs qui sont prêts, qui ont les moyens, qui cherchent des destinations pour créer des parcs à vagues. Aujourd'hui, on va mettre le terrain à disposition, faire un bail amphithéotique avec des loyers et permettre à ces gens-là de venir exploiter donc cette destination en mettant des paramètres, bien sûr, qui permettront à nos athlètes d'avoir des créneaux horaires pour s'entraîner. Et le reste, ces gens-là développeront leur activité commerciale et survivront grâce à ça. Donc là, vous me dites que en fait là vous avez la possibilité de proposer un autre projet. Donc ça veut dire que le projet actuel n'est pas entériné, c'est ça? Alors là, on parle de deux choses. Le projet actuel est un projet de logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça touche le domaine d'Aguilera. Exactement. Madame Le Maire veut se sacrifier un peu ce parc des sports à Aguilera pour faire des logements. Le problème, c'est l'identification de ces logements. Aujourd'hui, vous voulez faire des logements sociaux ou vous voulez loger les biarros. C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? À partir du moment où vous voulez faire des logements sociaux, vous rentrez dans un cadre étatique qui est la loi SRU. Cette loi SRU impose à toutes les communes d'avoir 25% de leur parc immobilier en logements sociaux. À Biarritz, nous n'avons même pas 9%. Je crois que c'est 8,80% de logements sociaux. Nous n'aurons jamais 25%. Pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas de foncier bâtissable. Nous n'avons plus d'espace pour construire. Aguilera est un dernier espace qui a été rendu constructible grâce à Madame le maire et la MECDU qui a été faite avec la communauté de l'agglomération. Mais nous n'avons pas d'espace constructible. Mais tout simplement parce que nous sommes limités à l'ouest par l'océan. On ne peut pas construire sur l'océan. Nous avons une très très petite surface par rapport à des villes comme Anglet ou même Bidart qui sont largement plus grands que nous. Donc nous ne pouvons pas construire. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de possibilité. Donc nous serons toujours soumis, quoi que nous fassions, à payer une amende à l'État. Donc il y a deux manières de regarder ça. On peut se battre. J'ai toujours reproché à Mme le maire de n'avoir jamais créé un collectif de maires parce qu'on n'est pas les seuls à souffrir de ce problème-là. Il y a plus de villes en France qui ne sont pas en adéquation avec cette loi SRU, c'est-à-dire qui n'ont pas 25% de logements sociaux, que de villes qui en ont. Donc retrouver ces maires, et prendre son bâton de maréchal, demander à notre sénateur, M. Brisson, de nous aider à défendre à Paris le fait qu'il n'ait pas supprimé cette loi SRU parce qu'elle a le mérite d'exister, mais plutôt l'imposer au niveau d'une communauté d'agglomération. C'est ce qu'avait proposé M. Macron à l'époque, et donc ne plus être nous soumis en tant que commune à ces 25%. Le deuxième problème avec cette loi SRU et ces logements sociaux, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une loi qui est étatique, qui s'impose au niveau national, et vous n'êtes pas maître des logements sociaux que vous créez. C'est-à-dire que sur 30% de ces logements vont être remplis par l'État, 30% vont être remplis par la région, et les 30% qui restent peuvent être remplis par la commune si celle-ci est en adéquation avec la loi SRU, c'est-à-dire si elle a 25%. Nous ne les aurons jamais. Donc chaque fois que nous créons une destination sociale à Biarritz, c'est la communauté d'agglomération qui va gérer notre contingent. Si bien qu'à Kléber, on a eu 10 appartements sur 58, et aujourd'hui, sur le projet que Mme le maire veut présenter à Aguilera, sur les 150 logements sociaux qu'elle voudrait donc construire, on en aurait, je pense, au maximum 20. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas faire des logements sociaux, c'est loger les biarros.
Et il y a une solution pour loger le Biarrot. C'est aller chercher les logements aujourd'hui, ceux qui sont vides, parce qu'il y a des maisons et des appartements aujourd'hui qui sont vides. Donc aller voir un peu dans la généalogie de cet immobilier qui est responsable et donc peut-être les racheter si possible. C'est faire de la préemption. C'est-à-dire que demain, quand des appartements ou des maisons sont à vendre à Biarritz, la ville peut se présenter et préempter ces logements-là. Pourquoi ? Pour émanciper son patrimoine foncier, c'est-à-dire que le propriétaire reste la ville, et faire des baux amphithéotiques, c'est-à-dire qu'une personne peut racheter ce bien à la ville, cependant, elle ne pourra racheter que la maison. Elle ne peut pas racheter le terrain. Vous trouvez ça dans toutes les stations de ski de France. Personne n'est propriétaire du terrain. Vous payez tous un loyer sur 50 ans, 75 ans, 99 ans. Ça s'appelle des baux amphithéotiques. Et là, la ville reste maître à 100% de la destination de ce logement. C'est-à-dire qu'elle peut décider quelle est la famille, quel est le couple qui va aménager dans ce logement-là. On ne va pas en faire 500, mais ce qu'on fera, on logera des Biarrots. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est pas faire du logement social, c'est de loger des Biarrots. Une autre peut-être piste, ce serait d'inciter les propriétaires à louer leur appartement à l'année. Est-ce que vous avez réfléchi à une solution ? Alors, aujourd'hui, cette solution, elle existe plus ou moins, puisque une personne, si elle veut faire de la location saisonnière, ce qu'on appelle du Airbnb, se doit de pouvoir mettre sur leur marché, en parallèle, un appartement qu'elle loue à l'année. Donc ça existe déjà. Et une personne qui est propriétaire peut louer sa résidence principale 120 jours par an en Airbnb si elle le veut. C'est des gens qui ont acheté, qui ont fait des investissements, qui ont peut-être emprunté pour investir dans l'immobilier. Je trouve anormal aujourd'hui d'aller leur imposer déjà on va leur imposer déjà un loyer sur les logements qu'ils veulent louer, et on n'a pas à venir embêter le privé. Aujourd'hui, c'est un problème communal, c'est un problème public, c'est à nous à trouver des décisions et des solutions sur l'immobilier existant et le mettre à disposition de Biarrot. Après, embêter le privé, mais on peut aussi leur trouver des solutions incitatives. On n'est pas obligé de mettre des contraintes. C'est possible. Le problème, c'est très délicat de mettre des solutions financières incitatives au niveau communal. C'est-à-dire, une fois plus, on représente l'État, on représente une préfecture, on représente des lois nationales. Et si tout d'un coup, vous créez des arrêtés municipaux qui ont un impact sur la vie économique nationale, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous pouvez faire des arrêtés municipaux sur les accès à la plage, sur des choses qui sont vraiment typiques un peu à votre destination, mais vous ne pouvez pas faire, par exemple, des avantages fiscaux pour des propriétaires uniquement dans votre ville. Mais la contrainte d'un logement Airbnb, un logement j'allais dire à temps plein. Municipal ? C'est une loi nationale ou un arrêté municipal ? C'est une loi nationale. Qui a été imposée donc bien sûr par la préfecture, qui a été validée par la communauté d'agglomération. Et comme aujourd'hui la compétence urbanisme n'appartient plus à la ville de Biarritz, nous avons très peu de compétences. Et lors de la création de la communauté d'agglomération, celle-ci a récupéré beaucoup de compétences, dont la compétence urbanisme. Et donc, à partir du moment où la communauté d'agglomération nous impose une certaine manière de gérer ces logements-là, nous sommes obligés de le faire. Oui, donc le logement, c'est une problématique importante. On en parle tous les jours. Tous les gens que je croise à la radio et même en dehors, tout le monde a ce problème. Donc merci d'essayer en tout cas de trouver des solutions, et je pense que tous les candidats essaient et nous saurons essayer de leur dire un peu, leur faire dire quelles sont leurs solutions. Bien sûr, il faut aussi quand même, je crois, souligner, peu de gens le savent, que Biarritz est la ville la plus dense de toute sa communauté d'agglomération. C'est la 6e ville la plus dense de toutes les villes du littoral. Et c'est la 16e ville de France la plus dense. Donc, je veux dire, c'est pas un problème de volonté, comme je dis, c'est un problème de possibilité, où on a très peu déjà de logements sur le nombre d'habitants que nous avons, 25 000, par rapport à la surface. Il y a beaucoup d'habitants au mètre carré. Et donc, aujourd'hui, le peu d'appartements qu'il y a disponibles, il ne faut pas qu'on les laisse partir. Il faut qu'on puisse les rentrer dans le patrimoine de la ville pour pouvoir les mettre à disposition de Biarrot. Le logement fait partie, bien sûr, un logement sain et de bonne qualité fait partie en fait, du bien-être des habitants. Mais au-delà du logement, la diversité des commerces de proximité et la place accordée aux producteurs locaux jouent un rôle majeur dans la qualité de vie.
on ne va pas parler de sécurité alimentaire, mais quand même. Voilà. Et on va voir très vite le parallèle avec les décisions au niveau européen ou les décisions au niveau français qui impactent ce genre les producteurs locaux, les commerces, etc. Comment comptez-vous encourager un commerce plus diversifié? C'est vrai qu'il y a des périodes dans la ville où on voit sortir de terre des dizaines d'agences immobilières, où il y a une période où c'était les banques à occuper tout le centre-ville. Comment la ville peut gérer ou certains ferrets pour équilibrer un peu tout ça, pour que les commerces soient équilibrés et utiles aux habitants, et surtout quelque chose qui est plus proche de l'actualité d'aujourd'hui, c'est comment comptez-vous encourager et réintégrer les producteurs locaux au cœur de la ville, afin de permettre aux biarros de bien manger sainement et localement? Alors, je pense qu'il faut quand même bien cerner ce qu'on attend d'une ville. Le travail d'une ville, ce n'est pas d'aller s'intégrer et s'impliquer dans les manières économiques, dans les différents commerces. La ville est là pour mettre à disposition de ses habitants des plages propres, des routes propres, des trottoirs sur lesquels on puisse marcher, des lumières qui marchent dans tous les quartiers, des écoles qui soient agréables parce que nous sommes responsables des écoles primaires et des écoles secondaires, et des équipements sportifs ou des équipements culturels qui soient de bonne qualité, en bon état. Voilà le rôle de la ville. L'économie d'une ville, ce n'est pas à la mairie de venir imposer certains commerces ou d'autres. Si par exemple le circuit court fait que vous avez de la qualité à un meilleur prix, je dis bravo, et naturellement vous verrez bien que vos consommateurs viendront consommer chez vous. Si le fait est que le produit que vous offrez n'est pas de qualité ou est trop cher, les gens naturellement iront consommer ailleurs. Et c'est ce qu'il faut faire. Je ne pense pas que la ville, en aucun cas, doit venir essayer de légiférer et d'organiser l'économie dans son marché, dans les différents marchés. Non, laissons les gens travailler, mettons à disposition des espaces où ils peuvent venir présenter leurs produits, que ce soit de manière pérenne toute l'année autour des halles ou dans différents marchés, ou alors sur des journées spécifiques telles que le marché de Saint-Martin le mercredi matin, le marché des halles qui est ouvert toute la semaine. Et les meilleurs resteront. Je ne veux pas me sentir trop américain dans mon esprit, mais aujourd'hui, l'intérêt du consommateur, c'est qu'il y ait de la concurrence. C'est qu'une pomme, un magret de canard, un foie gras, vous puissiez l'acheter dans différents endroits, et l'endroit où il est le mieux présenté, où il est le meilleur, et il est le moins cher. Donc aujourd'hui, la ville, en aucun cas, doit venir présenter et légiférer et interdire à certains et favoriser d'autres de venir faire du commerce. C'est à ces gens-là c'est du privé. C'est des gens qui sont là, qui vont venir ouvrir un commerce, proposer leurs produits, et j'espère pour eux qu'ils puissent se vivre dans le temps et ne pas devoir changer 6 mois plus tard. Du coup, disons, moi je me pose la question, la ville quand même peut changer la destination des halles, par exemple. Les halles destinées à accueillir les producteurs locaux, producteurs locaux aujourd'hui à Biarritz se retrouvent soit autour des halles, soit carrément dans la rue. Donc quand on parle autour de cette question, se pose la question d'organiser la ville, même structurellement, pour que les producteurs puissent avoir le lieu pour justement écouler leurs marchandises et après repartir chez eux. Mais ça, c'est déjà organisé. Une ville va proposer un plan local d'urbanisme, ce qu'on appelle un PLU, qui maintenant est passé au niveau du PLU intercommunal, le PLUI, qui va donc décider dans son avenir, à travers ce qu'on appelle le SCOT, qui est une agence de la communauté d'agglomération qui va réfléchir à la manière dont une ville, une commune, une région au sein de la communauté d'agglomération va se développer, et qui va donc décider, à cet endroit-là, on va plutôt favoriser du commerce, à cet endroit-là, on va plutôt favoriser de l'habitation, à cet endroit-ci, on va plutôt favoriser des équipements sportifs, et donc ça rentre dans ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme. Demain, si vous voulez créer un marché au milieu de Saint-Charles, on vous dira non, la partie commerce à Saint-Charles doit se situer sur 2 ou 3 rues, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Et donc c'est déjà légiféré.
Après, que vous me dites qu'un petit producteur local voudrait venir vendre ses produits dans les halles toute la semaine plutôt que venir qu'un jour par semaine, eh bien, il n'a qu'à, le jour où il y a un stand dans les halles qui se vend, hein, qui se met à disposition, eh bien, il faut aller faire un business plan, aller proposer à une banque, aller comme on fait tous ces commerciaux, tous les gens qui ont des commerces dans les halles, eh bien, ils ont investi dans leur commerce, ils payent un loyer régulier, peut-être mais ils payent même un prêt, et leur rôle à eux, c'est d'avoir vraiment du meilleur produit au meilleur prix pour être sûr de pouvoir se pérenniser dans le temps. Et en aucun cas, la ville doit venir intervenir. Elle intervient déjà à travers ce plan local d'urbanisme. Au fil des années, Biarritz a connu de nombreuses évolutions, parfois par petites touches, parfois à travers des projets plus structurants. Certains habitants ont toutefois le sentiment d'un manque de cap clairement lisible. Vous dites que les Biarros ont le sentiment que la ville avance par ajustements successifs plutôt que par projet global. Quelle est votre méthode pour sortir de cette logique et inscrire Biarritz dans une vision à long terme ? Alors, il est certain que pour pouvoir s'inscrire sur une vision à long terme, il faut créer des choses qui puissent vivre à long terme. Et c'est bien sûr l'économie et le logement qui sont les deux sujets principaux. Et l'économie, si demain vous n'avez pas une économie qui puisse se pérenniser dans le temps, avec une destination qui permettra aux gens de l'extérieur de venir pour investir dans votre ville sur des séjours courts ou longs, hein, c'est le seul moyen de pouvoir vraiment survivre. Aujourd'hui, Biarritz vit après chaque saison et on attend la nouvelle saison. On n'a pas encore réfléchi et on n'a pas encore les moyens d'avoir une économie qui puisse nous permettre de réfléchir à l'année. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas amener des usines à Biarritz, on n'a pas de place. Hein, on va pas amener. On a déjà créé 3 pépinières avec Estia qui est un peu sur Bidart, mais celle aussi du connecteur et celle qui est à la Villa Fall. Donc on a quand même des pépinières d'entreprises qui viennent travailler. Aujourd'hui, il faut trouver une économie qui puisse se pérenniser sur l'année. Et c'est pour ça que je pense vraiment que l'économie du sport, qui n'existe pas en France, la Biarritz serait la destination idéale pour cette économie-là. Donc, vous nous expliquez que chacune de vos propositions s'accompagne de solutions opérationnelles à mettre en œuvre. Comment ces solutions sont-elles construites et comment garantissez-vous leur faisabilité face aux contraintes budgétaires, réglementaires et intercommunales ? Alors aujourd'hui, mes 2 grosses solutions, hein, ce sont surtout donc bien sûr installer une économie du sport. Donc nous avons déjà le plateau qui existe, nous n'avons pas besoin d'acheter du foncier, il nous appartient. Nous avons des équipements qui existent, hein, les terrains de tennis et de paddle existent, les terrains de rugby existent, les terrains de pelote basque existent. Il y a déjà un projet qui avance sur l'expansion du centre USB. On va essayer de le rendre un peu plus grand encore en amenant des produits un peu plus nouveaux. Il n'y a que 3 choses qui seront nouvelles donc, sur le plateau de Guillara. C'est l'hôtel, avec la fermeture de la tribune. Pourquoi ? Pour créer environ 4 ou 5 000 sièges de plus et créer au sein de cette tribune des salles de séminaire et des salons qui amèneront sur un hôtel. Pourquoi ? Pour permettre à un investisseur d'avoir vraiment un vrai projet économique autour du Biarritz Olympique. Aujourd'hui, le club est dans la souffrance. Nous avons la chance d'avoir un investisseur, M. Sterrin, qui est venu mettre de l'argent. Mais j'étais encore à l'Assemblée Générale du Biarritz Olympique il y a quelques semaines. Le club ne pense pas être à l'équilibre financier avant 2032. C'est-à-dire que chaque année, il faut trouver quelqu'un, parce que c'est pas à la ville à le faire, qui va mettre 2 millions, 3 millions d'euros pour équilibrer le budget. Donc, pour permettre à une personne de pouvoir investir chez nous, il faut lui donner un outil sur lequel elle puisse amortir son investissement. Aujourd'hui, le rugby tout seul, ça ne marche pas. La billetterie du Biarritz Olympique, les droits de télévision de la Pro D2 ne permettent pas à un club de survivre. Donc, il faut mettre un outil sur lequel on puisse faire du salon, du séminaire, du concert, de l'événementiel sur le site qui permettra à une personne d'amortir son investissement, de continuer à investir dans notre club de rugby, parce qu'il a besoin d'argent, bien sûr, mais à côté de ça, cette personne-là rentrera dans un vrai projet économique et pourra donc amortir son investissement. Là-dessus, on mettra une fois de plus à disposition un terrain, hein, le terrain où il y a la tribune derrière. À côté, à l'entrée de long de la rue Chino del Duca, il y a un espace où on permettra à ces gens de venir investir, construire un hôtel,
puisque bien sûr, si vous voulez recevoir des séminaires et autres, il faut qu'il y ait des lits pour dormir. Donc, mais c'est ces gens-là qui investissent. Le parc à Vague demain, c'est un endroit où on met un terrain à disposition et on laisse les gens venir investir. Le seul vraiment endroit où on a besoin d'investir pour demain, c'est le logement. Si on veut vraiment développer notre patrimoine foncier, c'est-à-dire avoir des maisons, des appartements à mettre à disposition au Biarrot, c'est là qu'il faut investir. Eh bien, on va chercher les outils qui existent, le PFL, la Caisse des dépôts et des consignations, l'emprunt, les moyens financiers à travers des investissements. Et avec ça, on va pouvoir préempter et investir dans notre patrimoine foncier. Donc là, on devine un peu votre projet qui tourne beaucoup sur le sport, donc, et puis des gros travaux au niveau d'Aguilera. Il y a un autre gros projet structurant dans la ville que vous prévoyez? Alors, un autre gros projet qui n'est pas nouveau, c'est bien sûr finaliser finalement ce projet de confortement et de promenade à la Côte des Basques. On commençait en 1995 un projet de confortement des falaises avec une idée de promenade qui permettrait de rejoindre la Cité de l'Océan en partant du phare de Biarritz au bord de la plage, le long de la plage où on pourra courir avec des vélos, on pourra marcher. Ça fait maintenant 30 ans que ça dure et c'est toujours pas terminé. On avait promis à Mme Marostegui en 2020 que ce projet serait terminé à la fin du mandat. Malheureusement, d'autres investissements, ça peut être le Palais, ça peut être le parvis de la gare du Midi, ça peut être la rue Gambetta, ont été mis devant dans la hiérarchie des projets, des besoins, ce projet de la Côte des Basques. Et nous nous retrouvons encore avec un projet qui n'est pas terminé, avec tous les sportifs, tous les gens qui se baladent, se retrouvent devant un grillage à la fin de la Côte des Basques, ne peuvent pas aller plus loin. C'est un projet qui demandera environ 30-35 millions d'euros d'investissement. Et moi, je veux que ce soit une priorité. Le lendemain, si on est élu, c'est travailler pour finir ce projet le plus rapidement possible. Nous pourrions installer des commerces, on pourrait créer la plage des 100 marches par exemple. Tout le long, des commerces peuvent s'installer pour pouvoir donc profiter du site et permettre à des gens de pouvoir consommer sur place. Et ça fait partie de ces projets structurants qui, à mon avis, sont nécessaires pour rendre Biarritz encore plus beau que ce qu'elle est déjà. Et la destination demain, si vous pouvez marcher le long de la plage du phare jusqu'à la Cité de l'Océan, on sera un peu plus beau que toutes ces promenades que vous voyez à Sydney, à Vancouver ou même à Cape Town. On sera vraiment la plus belle promenade du monde. Ça fait rêver, parce que depuis le temps qu'on attend cette promenade, quand même. Exactement. Mais j'ai cru comprendre aussi que vous aviez quelque chose à dire sur l'hôtel du Palais. Comment Biarritz, comment vous voyez déjà la gestion, ce qui se passe aujourd'hui à l'hôtel du Palais, et comment Biarritz peut garder sur le long terme, justement, ce magnifique écrin de la ville? Alors, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Nous avons une réunion hier soir où les Biarros sont venus écouter un peu les différentes propositions sur l'hôtel du Palais. L'hôtel du Palais, rapidement, appartient à la ville. Elle est gérée par la ville, même si cette ville a sous-traité la gestion au groupe Hyatt lors du mandat de M. Venac sur un contrat de 30 ans. Ce que bien sûr on paye régulièrement. Et aujourd'hui, malheureusement, 100 millions d'investissements ont été investis pour la rénovation du palais. La ville a dû emprunter 50 millions d'euros et nous devons rembourser ce prêt. Ce prêt est très cher. Les revenus de l'hôtel du Palais, même s'ils sont au-dessus des prévisionnels, puisque je pense qu'en 2024 ou 2025, les revenus du Palais seront autour de 32 millions d'euros, malheureusement, les dépenses sont toujours autour de 45. Donc vous perdez chaque année 13 millions d'euros, si bien que le loyer que la ville, qu'on avait négocié pour que la ville puisse recevoir d'1 million d'euros annuels, mais chaque fois sont remis en fait dans la caisse pour pouvoir rembourser le prêt. Donc malheureusement, l'avenir du Palais n'a que deux solutions. La solution, c'est rester comme on est, avec le risque que demain, nous ne puissions plus rembourser le prêt. Et à ce moment-là, notre actionnaire minoritaire, le groupe Deco, pourra venir nous succéder ou nous suppléer dans le remboursement de ce prêt et donc récupérer les droits sur l'hôtel du Palais. Donc on pourrait perdre le Palais pour zéro. Ou alors vendre les murs d'hôtel du Palais. N'oublions pas qu'une loi de la communauté d'agglomération va mettre en place un fait que la destination sociale d'un lieu ne peut pas être changée lors de sa vente. C'est-à-dire que demain, si vous vendez l'hôtel du Palais, personne ne peut en faire d'autre qu'un hôtel. Ça ne peut rester qu'un hôtel. Ça ne pourra pas être vendu à la casse par un investisseur immobilier. Ça doit rester un hôtel. Donc aujourd'hui, il y a des groupes qui gèrent du Palace, le groupe Kempinski, le groupe Orient Express, qui sont prêts aujourd'hui à venir investir pour gérer cet hôtel.
Cependant, ce n'est pas à la mairie et au petit groupe du maire, nous sommes 35 dans le conseil municipal, à décider. C'est le bien des Biarros, ça appartient à Biarritz, et je voudrais mettre en place, moi, ce qu'on devait mettre d'ailleurs, ce que Maïder avait dit qu'elle mettrait en 2020, c'est le référendum. Ça existe en Suisse. Le dernier dimanche chaque trimestre, vous avez la votation, ils appellent ça en Suisse, qui est un référendum ou un sujet précis qui est déclaré en début d'année pour les 4 référendums de l'année. Et donc, c'est proposer un dossier au niveau de la mairie où les gens peuvent venir s'instruire, ou sur Internet, savoir quelles sont les 2 solutions et proposer un jour, le dernier dimanche chaque trimestre, pourquoi pas, moi je voudrais faire ça 45 jours après notre élection, les Biarros vont venir décider et voter sur l'avenir du palais. Est-ce qu'on reste comme on est au niveau de serrer les dents, devoir rembourser ce prêt qui ne nous permettra pas d'investir sur autre chose, ou est-ce que demain, on cherche un acheteur pour le palais, ça restera un hôtel, donc ça ne changera rien, si ce n'est que le bien en lui-même n'appartiendra plus à Biarritz, mais nous aurons récupéré le profit de cette vente, nous laisserons un vrai professionnel gérer cet hôtel comme il se doit, et faire les profits qu'il se doit, et derrière, nous pourrons réinvestir sur autre chose. Mais ça, c'est le projet, on va décrire ça aux Biarros, ils viendront regarder les dossiers, et c'est eux qui viendront voter pour décider de l'avenir du palais. Êtes-vous prêt à développer cette votation à l'ensemble des décisions structurantes pour la ville, en tout cas, ou irréversibles pour les Biarros ? Bien sûr, ça peut être des décisions structurantes, ça peut être des décisions aussi simples que les douches de plage. Les douches de plage ont été fermées après le Covid il y a 2-3 ans lors des sécheresses, ça n'a jamais été réouvert. Il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi. Madame le maire va vous dire que ça coûte très cher, 40 000 euros par an. Elle oublie de vous dire que la ville de Biarritz récupère pratiquement 3,5 millions d'euros chaque année en taxe de séjour. Donc je pense que 40 000 euros aujourd'hui, ce n'est pas énorme pour permettre d'avoir le luxe, parce que nous sommes une ville luxueuse, aux gens de pouvoir se baigner, que ce soit les touristes ou les Biarros, de pouvoir se baigner après leur baignade. Pourquoi pas en parallèle réfléchir bien sûr à des solutions pour récupérer les eaux de pluie, pour refiltrer cette eau qui puisse être réutilisée. Il y a des solutions qui existent, mais réouvrons ces douches de plage. Mais cette décision peut être mise lors d'un référendum. Il n'y a pas que des décisions structurantes sur une ville. S'il y a 4 référendums par an, ça peut être une décision telle quelle. Ça peut être une décision sur l'avenir de ce terrain de 2 hectares au milieu d'Aguilera. Est-ce qu'on fait un parc à vagues ? Est-ce qu'on fait une piscine ? Monsieur Barrick voudrait faire un grand bassin nordique. Monsieur Blanco, j'ai vu sur son projet, voudrait faire un petit parcours Vita sur cette zone-là. Pourquoi pas ? Proposons, laissons les Biarros décider. C'est chez eux. Donc je pense qu'ils ont le mérite et le droit de venir décider de l'avenir de ces endroits-là. Ouais, on va clôturer par une dernière petite question qui me tient à cœur sur le tourisme et l'impact du tourisme sur l'économie, justement. Donc, Biarritz est une ville très touristique qui fonctionne bien, maintenant quasi toute l'année. Donc, les commerçants sont relativement contents quand on voit les résultats. Qu'en est-il des habitants ? Quels bénéfices les habitants récupèrent du tourisme ? J'entends souvent les habitants, mes voisins, dire on peut plus se garer, on prend des PV. Tout est, ils vivent en fait au rythme des touristes eux aussi, avec les mêmes contraintes que les touristes. Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver un juste milieu ? Je ne sais pas, je vais pas peut-être favoriser les habitants. Oui, il y a plusieurs solutions. D'abord, il faut déjà regarder les 2 types de tourisme que nous avons à Biarritz. Nous avons le tourisme classique, ludique, qui est juste la destination, où nous mettons en place un office de tourisme qui va vous donner des cartes et autre chose. Mais nous avons aussi un tourisme à faire. Monsieur Borotra, avec Monsieur Lépine, ont eu la géniale idée, il y a maintenant 30 ans, de mettre en place une destination touristique à faire à Biarritz, qui a beaucoup de succès. Nous sommes parmi je pense, les top 6 en France des destinations pour séminaires, salons, congrès. Malheureusement, cette industrie-là, elle est limitée au temps hors vacances scolaires et bien sûr au temps où la météo est agréable. Finalement, à Biarritz, nous pouvons recevoir du tourisme à faire qu'après les vacances de Pâques, jusqu'à la fin du mois de juin et le mois de septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ça représente pratiquement 12 semaines. En 12 semaines, nous avons plus de 500 demandes et nous pouvons en satisfaire qu'une centaine. Donc aujourd'hui, c'est un tourisme qui est important, où il y a une forte demande à Biarritz,
qui rapportent de l'argent, puisqu'en fait, ce sont du patrimoine immobilier Biarrot, les salles de la gare du Midi, les salles d'Irati, les salles de Bellevue, les salles du casino sont là donc, pour pouvoir recevoir ces séminaires et autres. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de se focaliser et de mettre en avant ce tourisme à faire sur les 12 semaines dont nous avons parlé. Malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons en exploiter pratiquement que 6 ou 7 semaines. Pourquoi ? Parce que le mois de juin et le mois de septembre sont dédiés à des événements qui peuvent être tels que le Festival Nouvelle Vague, le Festival latino-américain du film, le Festival de Temps d'Aimer, qui sont des beaux festivals, mais qui malheureusement nous empêchent de développer la partie tourisme à faire. Ces festivals-là peuvent être mis sur des périodes peut-être plus vacances scolaires, puisque le tourisme à faire ne marche pas pendant les vacances scolaires, que ce soit l'été, que ce soit aux vacances de la Toussaint ou aux vacances de Pâques. Il faudrait donc relibérer un peu ces semaines-là pour le tourisme à faire. Ensuite, le tourisme ludique. Aujourd'hui, on oublie de nous dire quand même, on n'oublie pas parce qu'il faut trouver l'information, que le tourisme en lui-même, à travers ce qu'on appelle la taxe de séjour, c'est-à-dire que chaque personne hors de Biarritz qui vient passer une nuitée à Biarritz dans un hôtel, dans une auberge jeunesse, dans un Airbnb, va payer une taxe de séjour. Cette taxe de séjour rapporte 3,5 millions à la ville de Biarritz chaque année. Bien sûr, cet argent est réutilisé dans le budget pour investir dans les équipements. Mais pourquoi pas en réserver une partie pour permettre aux Biarros de se garer gratuitement à Biarritz. Aujourd'hui, ils veulent venir à la plage, ils veulent venir au marché, ils veulent venir dans les endroits qui sont à eux, puisqu'ils appartiennent à leur commune. Et malheureusement, ils se font assommer avec des coûts de parking qui sont très élevés. Donc, nous ferons comme en Anglette. Et une fois plus, on n'invente rien. On ne fait que regarder ce qui a été fait ailleurs et qui marche. Et nous permettrons donc aux Biarros de pouvoir venir se garer 3 heures par jour à Biarritz gratuitement. Et il y a une négociation, bien sûr, avec le groupe Indigo qui gère aussi aujourd'hui nos parkings souterrains et autres. Mais il est important de pouvoir remettre les Biarros à leur place. Et c'est pour ça que notre liste s'appelle Biarritz d'abord. Favorisons les Biarros avec les avantages que nous amènent tous les touristes. Bon, là on voit une ville dynamique qui fonctionne, qui se dessine derrière votre programme. Mais Biarritz est perçue comme une ville de privilégiés, souvent. Mais elle connaît aussi des situations de fragilité sociale, parfois peu visibles, qui interrogent la solidarité locale. Sur les questions sociales et de précarité, quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation à Biarritz ces dernières années ? Et quelles seraient vos premières priorités d'action pour renforcer la cohésion et éviter que certains habitants ne se sentent invisibilisés ou laissés de côté ? Alors, il y a deux choses. Il y a bien sûr le logement qui est quand même très important pour pouvoir donc loger ceux qui sont dans une situation sociale difficile pour pouvoir rester à Biarritz. Ça, c'est une première chose. Donc, bien sûr, développer notre patrimoine foncier est une priorité pour pouvoir donc gérer un peu cette destination pour les Biarros. Ensuite, il y a toute la partie vraiment ceux qui sont dans une précarité difficile. Nous avons à Biarritz 2 ou 3 centres pour pouvoir loger ces gens-là, pour les faire manger le midi dans le centre d'Enekin à Pétricot ou à Saint-Martin. Donc, nous avons mis en place des choses. Maïder a mis en place des choses et les mandatures précédentes qui sont en place pour aider ces gens-là. Il est important aujourd'hui, par contre, de retrouver une unité. Je regrette aujourd'hui qu'on préfère investir sur un événement comme les Casetas, qui bien sûr attire toute la région, mais pas que des Biarros, qui va faire boire toute la région dans un site préférentiel. Et par contre, nous avons très très peu de fêtes de quartier. Les fêtes de quartier, c'est un moment qui permet aux gens de se retrouver autour d'un verre, autour d'un jeu, autour d'un muchiko, autour d'un concert. Et malheureusement, à part les fêtes de Bibi, il y a très peu de fêtes de quartier. Et fêtes de Saint-Charles. Les fêtes de Saint-Charles, c'est vrai, les fêtes de Saint-Charles. Il n'y a pas de fête par contre au Braou, il n'y a pas de fête à la Négresse. Et je pense que la ville devrait aider un peu plus ces associations de quartier pour faire des événements qui permettent à tous de venir profiter, que ce soit des enfants, des adultes, avec des jeux d'enfants, avec des danses et autre chose, et les gens se retrouveraient un petit peu dans leur quartier où il y aurait des Biarros chez eux. Donc les associations, bien sûr, une mixité entre habitants et commerçants. Parce que là, je vois... Obligatoirement. De toute façon, dans chaque quartier, on retrouve des associations de commerçants, on retrouve des associations d'habitants. Ces gens-là doivent travailler main dans la main. Et la ville, bien sûr, va travailler avec eux pour permettre de faire des événements qui réunissent tout le monde.
Bon, on arrive au terme de notre interview. Donc, le début d'un mandat est souvent marqué par des décisions symboliques. Vous avez parlé tout à l'heure de 45 jours, donc, qui donnent le ton d'une gouvernance et d'une manière d'exercer le pouvoir. En cas d'élection, quelle serait la première décision forte ou symbolique que vous prendriez pour marquer un changement de cap ? Il se dit que vous réduirez votre rémunération d'élu au minimum. Est-ce exact ? Et que souhaitez-vous signifier par ce choix ? Alors, on dit toujours que dans une élection, que ce soit au niveau bien sûr national ou autre, il y a 100 jours. Il y a les premiers 100 jours où tout le monde s'adore. Le conseil municipal s'adore, on est tous dans le même sens, hein. C'est une euphorie un peu de l'élection. Et donc, c'est dans ces 100 jours que tout doit partir. Tout doit être décidé, les projets sont prêts, on les vote et on les fait partir. Parce qu'après, il faut les mettre en place, ces projets-là. Aujourd'hui, la ville est gérée par, bien sûr, les services. Il y a 550 employés au sein de la ville de Biarritz qui sont organisés, bien sûr, avec différentes strates hiérarchiques. Je pense qu'aujourd'hui, il faut impliquer beaucoup plus les élus. Les élus, aujourd'hui, reçoivent une indemnité qui ne participent ou qui ne participent pas dans la vie public de la ville. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a choisi dans notre liste une douzaine de personnes qui sont en tête de liste, qui seront des gens qui ont réfléchi au programme, qui ont réfléchi à la manière de le mettre en place, qui ont envie de s'impliquer et bien sûr qui ont besoin d'être rémunérés dans ce sens-là. Donc, il est important aujourd'hui que cette bourse, en fait, qui va permettre de rémunérer les élus et l'indemnisation d'un élu, ainsi que le maire, soit remise en place pour permettre à ceux qui vont sortir de leur carrière professionnelle pour pouvoir s'impliquer en tant qu'élus dans la direction de la ville, qui soient rémunérés de manière conséquente. Donc, moi, personnellement, ma vie, j'ai 60 ans, j'ai plus besoin de gagner de l'argent, j'en ai gagné, j'ai eu de la chance de réussir dans mes affaires. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir un salaire mirobolant. Au contraire, je veux être, moi, un participant comme mes élus qui vont s'impliquer dans les différentes commissions de la ville. Et donc, je vais donc réduire, bien sûr, l'indemnité du maire, réduire les indemnités aussi qu'un maire reçoit parce qu'il est bien sûr automatiquement vice-président dans une agglomération, il est président dans une société d'économie mixte et autres, et en fait c'est toute une rémunération qui ne m'est pas nécessaire, au contraire, sur laquelle je pourrais mettre moi des élus qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'impliquer, et qui seront rémunérés en conséquence, et qui pourront faire de ce travail d'élu un vrai métier, et ne plus avoir à souffrir s'ils n'arrivent pas à avoir le revenu dont ils ont besoin. Sans indiscrétion, ça correspond à quelle somme ? Un élu, l'indemnisation d'un élu est de 1 800 € par mois et l'indemnisation du maire est de 4 500 €. Très bien. On va clôturer cette interview, si vous le permettez, par un moment en fait, où on vous laisse le dernier mot pour essayer d'impliquer les Biarros qui doutent encore ou qui se sentent parfois mis à l'écart. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Je pense qu'aujourd'hui, ils vont vite revoir dans le nom de ma campagne Biarritz d'abord l'intérêt que nous avons de remettre les Biarros un peu au milieu du village. On a une petite ville qui est un grand village, que vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, qui l'été bien sûr devient un endroit avec plus de 250 000 visiteurs, avec les Biarros, qui devient un endroit qui est pas facilement vivable. Le mois de juillet et le mois d'août sont souvent des moments difficiles où tout est plein, les plages, les bars, les restaurants. Tout est un peu plus cher, bien sûr, puisque c'est la loi du business. Quand vous avez des gens qui viennent, vous allez monter vos prix, et quand il y a moins de gens, vous allez baisser vos prix. Donc c'est pour ça. Donc il est important aujourd'hui de remettre un peu les Biarros au sein de leur ville, en développant bien sûr les fêtes de quartier, en mettant des équipements à disposition, en mettant des parkings qui soient beaucoup plus abordables financièrement avec des gratuités, où ces gens-là peuvent revenir dans leur ville, revenir au marché, revenir à la grande plage, sans avoir à se soucier de payer 20 ou 25 € de parking. Et c'est vraiment remettre les Biarros au centre de leur village. Très bien. Est-ce que vous serez un maire accessible ? Je pense que je serai un maire accessible. D'ailleurs, dans mon projet, je me suis promis de manger tous les mardis avec les Biarros, c'est-à-dire qu'on va faire la liste de tous les restaurants de Biarritz
Et chaque mardi, en liste alphabétique, le maire ira manger avec 11 biarros. Nous serons 12 à table. Je demanderai au restaurant de faire un peu menu routier, à 15 €, entrée plat dessert. Chacun paiera sa part, bien sûr. Et dans chaque quartier, dans chaque restaurant, je viendrai m'asseoir et on parlera avec 11 biarros qui viendront donc s'asseoir autour de nous et pouvant discuter un petit peu sur ce qui se passe, comment on pourra améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça me permettra déjà d'être beaucoup plus dans les quartiers et de voir tous les biarros. Comment aujourd'hui on peut vous contacter pour discuter avec vous? C'est le moment. Alors, on peut me contacter déjà sur mon site internet, mais le mieux à faire, si vous voulez, je marche tous les matins le long de la plage. Je fais tout le tour des plages jusqu'au marché, de 6h30 jusqu'à 8h. Si vous voulez venir avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous allez me voir passer. Je marche le long de la plage, je fais le tour du centre-ville, je passe par le marché, je reviens chez moi. Donc, n'hésitez surtout pas à m'arrêter et à poser des questions. On veut vraiment qu'il y ait une transparence. On veut vraiment que les biarros soient impliqués dans la gestion de leur ville, qu'ils sachent ce qui se passe. Et c'est pour ça que ces référendums, je pense, permettront aux biarros de suivre un petit peu la vie politique, la vie commerciale, la vie économique de notre ville et pouvoir s'y impliquer. Très bien, merci Monsieur Tarditz d'être passé dans les studios de Radio Biarritz pour cet moment exceptionnel. C'est un moment pour nous qui est privilégié de couvrir les municipales 2026 à Biarritz. Merci beaucoup. Merci beaucoup et longue vie à Radio Biarritz. Merci.